11 pays européens demandent des visas plus stricts pour les touristes russes, estimant que les laisser librement voyager pendant la guerre en Ukraine nuit à la solidarité de l'UE. L'UE perd espoir quant à la possibilité d'imposer une interdiction totale des services maritimes aux pétroliers russes, en cause la situation sur les marchés mondiaux de l'énergie. Israël et le Liban ont convenu de mettre en œuvre un cessez-le-feu conditionnel. Celui-ci exigerait une cessation complète des tirs par le Hezbollah soutenu par l'Iran et son retrait du sud Liban. Une coalition de 9 États membres de l'UE ainsi que l'Islande et la Norvège intensifie la pression pour durcir les conditions d'octroi de visa aux touristes russes à l'approche de la saison des vacances d'été. L'initiative a été menée par la Suède avec le soutien de la République tchèque, du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-Bas et de la Pologne. What I want to accomplish is very clear. I want there to be no more shopping weekends. I want there to be no more fancy trips to Europe while Ukrainians are dying on the battlefield. Les 11 pays ont signé une lettre commune soulignant la mise en œuvre inégale des lignes directrices de la Commission européenne concernant le traitement des demandes de visa des ressortissants russes. Les signataires font valoir que cette fragmentation affaiblit le pouvoir de négociation de l'UE et envoie des messages contradictoires quant à la détermination de l'Union vis-à-vis de la Russie. La lettre met également en garde contre le fait que des pratiques inégales en matière de visa pour les touristes russes pourraient créer un risque pour la sécurité dans l'ensemble de l'espace Schengen. Les 11 pays appellent les institutions de l'UE à introduire de nouvelles restrictions contraignantes en matière de visa et à veiller à la mise en œuvre effective des lignes directrices existantes. L'Union européenne perd peu à peu l'espoir de pouvoir imposer une interdiction totale des services maritimes aux pétroliers russes. Adoptée en avril dans le cadre du 20e paquet de sanctions contre Moscou, cette mesure visait à compliquer l'exportation du pétrole russe en interdisant l'assurance, les services bancaires, l'immatriculation des navires ainsi que d'autres activités liées au transport maritime. Mais la situation sur les marchés mondiaux de l'énergie a changé la donne. La volatilité des prix et les craintes pour l'approvisionnement mondial en raison de la guerre en Iran rendent désormais sa mise en œuvre beaucoup plus difficile. Events in the Gulf have clearly changed the calculus about anything to do with energy. For the moment, what all Western economies are struggling with is access to energy at reasonable prices. So I think at this point there is no appetite to take additional measures which might aggravate that situation. La raison officielle de cette pause était la volonté de parvenir à un accord au niveau du G7, mais les autres membres du groupe ne se sont pas montrés enthousiastes. So in the 20th sanctions package, we did indeed include a legal basis to eventually activate a full maritime services ban. But we were clear that we would do this in consultation and in cooperation with our G7 partners. But we do remain committed to all of the measures that we've put in place, like the oil price cap, and what we can do to minimize revenues that Russia might gain from the situation in Iran. De plus, Bruxelles n'a pas encore obtenu le soutien de 2 États membres dont les intérêts sont directement en jeu, la Grèce et Malte. La première abrite une puissante industrie maritime, tandis que la seconde contrôle le plus grand registre maritime d'Europe. La Hongrie lève mercredi soir son veto à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Après 2 ans d'impasse, le processus peut ainsi entrer dans sa prochaine phase de négociation. L'avancée des discussions a eu lieu lors d'une réunion des ambassadeurs à Bruxelles, indiquent plusieurs diplomates à Euronews. En début de semaine, Magyar avait sous-entendu que le veto hongrois allait être levé, permettant à l'Ukraine et à la Moldavie d'ouvrir officiellement le premier volet des négociations sur 33. Appelés fondamentaux, cette première étape couvre l'état de droit, les droits humains et le système judiciaire. Depuis 2 ans, l'adhésion des 2 pays qui sont informellement associés en tant que candidats était bloquée par l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban. L'élection de Péter Magyar, dans une victoire électorale face à Orban, change cependant la donne. Magyar souligne qu'il reste opposé à une adhésion accélérée des 2 pays. Ce point de vue est largement partagé par d'autres États membres, soucieux de ne pas compromettre l'intégrité de l'élargissement. La conférence intergouvernementale qui marque le point de départ officiel de l'adhésion devrait se tenir le 15 ou 16 juin à Luxembourg. Des cérémonies d'hommage spontanées ont été organisées dans les plus grandes villes de Russie en mémoire d'Alexeï Navalny. Le 4 juin aurait marqué le 50e anniversaire de ce leader de l'opposition russe décédé en prison.
À Moscou, des dizaines de personnes, dont les parents de Navalny, ont déposé des fleurs sur sa tombe. Les parents de son collègue, l'opposant Ilya Yashin, étaient présents. Сегодня это день памяти Алексея, потому что сегодня ему было бы 50 лет, но, вы знаете, он был убит 16 февраля 2024 года. La police était présente près du cimetière et le personnel de sécurité contrôlait aléatoirement les personnes qui entraient. Cependant, aucune arrestation n'a été signalée. Pareil à Saint-Pétersbourg, où des gens ont déposé des fleurs devant deux des monuments aux victimes de la répression politique de la ville. Я чувствую такую энергетику от Алексея, что он действительно тот человек, который поднимал людей, сплочал народ, помогал ему, поддерживал его. И все люди это великолепно понимают, и поэтому приходят помянуть его, вспомнить его. Сегодня я сюда пришел, чтобы почтить память человека в день его 50-летия, к сожалению. Вот уже почти 2,5 года его физически нет с нами, но человек жив до тех пор, пока жива память о нем, о его делах. Alexei Navalny, l'un des opposants les plus résolus de Poutine, est décédé en prison le 16 février 2024. Des journalistes d'investigation ont découvert par la suite que l'homme politique avait été empoisonné à l'épibatidine, une substance toxique. Cet empoisonnement est reconnu officiellement par 5 pays européens, dont la France. Il souligne que la Russie avait à la fois les moyens, le mobile et l'opportunité de lui administrer ce poison. Un soldat de la paix des Nations Unies est mort jeudi des suites de ses blessures, un jour après avoir été touché par une frappe de mortier dans le sud du Liban. 2 autres casques bleus ont également été blessés lors de ce bombardement. Les circonstances et la responsabilité de cette attaque font actuellement l'objet d'une enquête menée par la FINUL, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Liban. Let me express my deepest condolences for the loss of the Serbia UNIFIL soldier who died while carrying out his duties in service of peace. La FINUL indique avoir perdu 7 soldats de la paix depuis le début de la guerre en Iran et la reprise des affrontements entre Israël et le Hezbollah. Mercredi à Washington, le Liban et Israël ont convenu d'un cessez-le-feu sous conditions. Le Hezbollah a cependant rejeté ce plan et des frappes israéliennes ont repris jeudi dans le sud du Liban. Jeudi, le Parlement slovène a approuvé le gouvernement de centre-droit du Premier ministre Janez Janša. Il s'est engagé à mettre en place des baisses d'impôts, des dépenses ciblées et une campagne anticorruption. La nomination du nouveau gouvernement a mis fin à une impasse politique suite aux élections serrées de mars. Aucun parti n'y avait obtenu la majorité nécessaire pour gouverner. L'ancien Premier ministre libéral Robert Golob avait remporté les élections avec une faible avance, mais n'avait pas réussi à former un gouvernement. La formation populiste de Janez Janša a toutefois conclu un accord de coalition avec 4 autres partis de droite. Il a obtenu la majorité parlementaire avec le soutien du parti anti-establishment La Vérité, issu du mouvement anti-vaccination pendant la pandémie de Covid-19. Le populiste pro-Trump dénonce d'importants problèmes structurels en Slovénie. Il cite des impôts élevés, un déficit budgétaire public croissant et des prévisions économiques négatives des institutions internationales concernant la croissance, l'inflation et les finances publiques. Les préparatifs s'accélèrent à quelques jours d'un événement de portée mondiale, le G7. Des 15 au 17 juin prochain, les chefs d'État et de gouvernement des 7 principales économies de la planète se réuniront à Évian, dans les Alpes françaises. À une 50aine de kilomètres de là, à La Roche-sur-Foron, les gendarmes peaufinent la logistique du dispositif de sécurité. L'objectif premier de la base, c'est de subvenir aux besoins des unités déployées sur le terrain. L'idée, c'est de pouvoir répondre à tous leurs besoins, que ce soit la réparation de leurs véhicules, voire le remplacement de leurs véhicules, mais également leur distribuer du matériel, également les nourrir. Un défi de taille, puisque 6100 gendarmes et 1400 véhicules seront déployés pour assurer les missions de sécurisation du sommet. Il y a de l'escorte, évidemment, c'est une évidence, de chefs d'État, de délégations, mais également sécurisation de la population. Des contrôles renforcés de sécurité débuteront à Évian et dans sa région, avec l'instauration de zones de circulation restreintes à partir du 11 juin, soit 4 jours avant le début du G7.
La Commission européenne a présenté mercredi un vaste paquet de mesures sur la souveraineté technologique. Objectif, stimuler les technologies locales et réduire la dépendance vis-à-vis des entreprises américaines et chinoises. Le marché numérique est dominé par des géants américains tels que Google, Microsoft et Apple, ainsi que par des conglomérats chinois comme Alibaba et ByteDance, propriétaires de TikTok. We live in a world where geopolitics and technology go hand in hand. Those who champion technological innovation will shape the future. And we must ensure that Europe plays a leading role in this. Today, we simply rely on non-EU providers for over than 80% of our digital products, services and infrastructure. And this is a huge problem for Europe's security of supply. La proposition de la Commission vise principalement le secteur du cloud, qui fournit l'infrastructure physique sur laquelle reposent la plupart des services numériques. Le projet de loi introduit 4 niveaux différents de souveraineté numérique. Les pouvoirs publics doivent les prendre en compte lors de l'achat de services cloud en fonction du degré de sensibilité du cas d'utilisation. Le niveau le plus élevé, qui couvre les secteurs tels que la défense et la santé, empêcherait de fait les entreprises non européennes de remporter des marchés publics. L'objectif est d'éviter un scénario dit de kill switch, c'est-à-dire le risque qu'un gouvernement étranger puisse simplement couper l'accès aux hôpitaux ou aux avions de combat. L'Europe doit également rattraper son retard en matière de puces électroniques, ces composants fondamentaux qui sont au cœur de presque tous les appareils électroniques. Après la première loi sur les circuits intégrés, qui visait à ramener des usines de semi-conducteurs en Europe grâce à des subventions publiques, la Commission tente à nouveau sa chance en se concentrant cette fois-ci sur la stimulation de la demande de puces européennes, partant du principe que l'offre suivra.